abonnez-vous. Et bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous me voyez correctement dans ce live? C'est le retour. J'arrive pas à dire si cette musique m'avait manqué. Si la musique vous a manqué, j'en suis sûr. Bonjour tout le monde, c'est le retour des abonnez-vous matin. La musique que vous avez en tête pendant 10 jours. On me voit, on m'entend, c'est incroyable. Est-ce que tout ne marcherait pas du premier coup? Est-ce un bon présage pour la nouvelle année? La nouvelle saison de Abonnez-vous matin. On est reparti, hein, évidemment, on est toujours en direct des locaux de Mediapart, hein, au cœur de la rédaction et des bureaux de Mediapart. Et on reçoit à chaque fois un ou une invitée, que ce soit des journalistes, des créateurs de contenu. Et ensuite, c'est une petite revue de presse. Ça dure de 10h à midi. Donc on va sans plus tarder accueillir notre invité du jour qui va s'afficher sous vos yeux ébahis. Normalement, vous devriez le voir. La capture qui est un petit peu sur le côté, mais c'est pas grave. Salut Pierre Lemerle, tu es journaliste à Rue 89 Lyon. Et je vais te recadrer, non pas oralement, mais dans l'outil de capture, parce que tu es un petit peu décalé. Il faut le faire. C'est un stream sur Twitch. Décalé. Je suis encore plus décalé que d'habitude. Voilà, normalement c'est mieux pour les gens. Vous devriez voir correctement. Alors, bon, les gens disent bonjour. Voilà, les gens sont très polis. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour commencer, tu pourrais déjà te présenter et puis présenter un petit peu Rue 89 Lyon pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce média indépendant, hein, qui est partenaire aussi de Mediapart. Oui, bien sûr. Alors bonjour, salut à tous et puis content d'avoir été recadré en début d'interview. C'est bien, ça m'évitera de trop sortir du cadre. Non, alors Pierre, moi je suis journaliste sur Lyon depuis une dizaine d'années et du coup je suis journaliste sociétaire de Rue 89 Lyon, du coup qui est un média indépendant. Alors je le dis juste en préambule parce que souvent on fait le lien avec Rue 89 Paris, qui était le premier pure player français. Oui. On n'est pas lié à eux d'un point de vue société, quoi. On est vraiment un média indé lyonnais. À la base, il y avait un peu une volonté éditoriale commune, mais maintenant, eux, ils ont été rachetés par le par groupe, l'Obs. par l'Obs, il y a un certain temps, et du coup, on travaille en réseau avec nos cousins on les appelle nos cousins de rue 89 Strasbourg et rue 89 Bordeaux, mais on est plus lié à rue 89. On est plutôt maintenant notre partenaire principal, c'est Mediapart. Voilà. Donc on est une petite société coopérative, hein, donc c'est pour ça que je dis journaliste sociétaire. Donc moi j'ai la casquette de directeur de publication parce que il fallait quelqu'un pour gérer les procès, quoi, pour se retrouver à la barre en cas de dossier avec la justice. Super, le rôle sympa. C'est ça. Mais en soi, on a une rédaction chef tournante, on travaille vraiment de manière très horizontale. Donc voilà, je dirais juste que du coup, on est un média qui fait de l'enquête plutôt, voilà, du temps long en règle générale, sauf qu'on a aussi un petit peu une facette où on suit quand même pas mal les mouvements sociaux. C'est pour ça que cette semaine, on a été plutôt un peu pris par l'actualité, quoi. Oui, d'ailleurs, quand je cherchais à te joindre pour l'émission, tu étais à la manif du 10 septembre à Lyon. D'ailleurs, peut-être un petit point d'abord sur la manif avant de commencer. Comment ça s'est passé? Écoute, il y a eu plutôt du monde. C'était assez nouveau en termes d'organisation, ce côté très déstructuré avec quelque chose à Villeurbanne. Enfin, c'est vrai que je parle un peu de géographie lyonnaise, mais autour de la métropole de Lyon, dans Lyon, et un gros rassemblement place Guichard. Donc nous, on a fait un direct un peu toute la journée. Là, je suis sur un retour. Je devrais avoir, c'est un papier qui devrait sortir dans la journée sur la question du maintien de l'ordre. Voilà, je fais un petit teasing. Voilà. Parce que c'est un peu une de nos marottes. Et quand tu m'as appelé, j'étais en terrasse place Guichard parce que je me suis quand même posé pour travailler un petit peu et je me suis fait gazer dans la minute qui a suivi, quoi. Pour les non-lyonnais, place Guichard, hein, place du 3e arrondissement de Lyon, qui est un lieu de rassemblement assez connu, notamment pour les âgés, hein, qui est vers le quartier de la Pardieu. Ouais. Et qui Juste est donc à côté de la Bourse du Travail. Voilà, donc qui est un lieu assez symbolique pour les mouvements sociaux à Lyon. C'est ça, et du coup, voilà, on va dire que grosso modo, il y a un cortège quand même assez bon enfant, mais les tensions sont vite venues avec les forces de l'ordre
et voilà, ça a été un peu le sbeul, voilà, pour le dire en langage pas très journalistique. Ouais. Mais, Mais c'est vrai qu'on a vu ces questions du maintien de l'ordre, surgir un peu partout. On a vu des images à Montpellier, à Paris, à Rennes. On a vu, pas mal de cas de maintien de l'ordre assez agressif, ou des actions mmh. qui venaient à peine de commencer, où directement les policiers sont intervenus. Est-ce que tu as assisté à ça toi aussi à Lyon? Bah, alors moi, ça fait depuis quelque temps que je suis les cortèges lyonnais, hein, parce que j'ai ma première enquête sur les violences policières, elle remonte à 2019, donc c'était, la réforme des retraites qui avait pas abouti, sous Macron, donc ça commence un petit peu à dater, et on avait beaucoup écrit à l'époque sur l'évolution, de la doctrine, du maintien de l'ordre depuis 2016, la loi El Khomri et cetera, la présence de membres de la BAC, de la brigade anticriminelle en première ligne. Moi, ce que j'ai assisté, c'est que quand même, alors, d'une part, c'était assez curieux parce que en fait, du coup, la place Guichard, il y avait une autorisation de manifester. Il y avait une interdiction de manifester autour de la préfecture, mais autour de la place, si tu veux, les routes, il y avait pas particulièrement d'interdiction de manifester. Ils ont absolument pas coupé la circulation ou fait quoi que ce soit. Et quand le cortège est parti, très vite, ils ont commencé à gazer pour couper, les cortèges parce qu'ils voulaient pas que Mmh. ça prenne des proportions, problématiques, sauf que le problème, c'est que vu que la circulation était pas coupée, que les trams roulaient, ils ont commencé à gazer avec des voitures qui Ouais, avec la circulation circulaient, des libre. trams qui roulaient. Donc ça a participé à une ambiance générale assez particulière. Mmh. C'est-à-dire que même en temps je me fais un peu enfin voilà, l'avocat des policiers qui pouvaient être sur place aussi, tu vois? Moi, j'ai vu des échanges, sur place, enfin des policiers qui perdaient un petit peu, enfin qui faisaient des gros fuck à des manifestants et qui braquaient, alors j'ai pas réussi à identifier si c'était, un LBD ou autre chose, donc je m'avancerai pas sur la me présenter, mais qui braquaient des manifestants parce qu'ils étaient visiblement assez excédés et plutôt à bout, et je pense que l'organisation générale, de maintien de l'ordre a été faite de manière, enfin, de Mmh. mon point de vue, il y a quelque chose qui a planté quelque part, quoi, en tout Ouais, manque cas. d'anticipation, au niveau du Mmh. ministère et des préfectures. Ouais, 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 bon, voilà, c'est plutôt mon point de vue de personne qui a suivi la journée. Donc après, il y a eu des coups de matraque, hein. On en parle aujourd'hui dans 89 Lions. On a le témoignage d'une personne qui s'est fait matraquer au sol et qui a un mois d'ITT. Tu vois, donc un mois d'ITT, c'est quand même pas tous les jours. Elle a le crâne ouvert, une fracture au coude, donc Ah oui, OK. Mmh. il y a eu quand même, et ça a eu lieu à 6 heures du matin. Alors à Perrache, du coup, Perrache, c'est une autre gare de Lyon, donc c'est pas la gare principale, qui est la gare de la Part-Dieu, que tout le monde connaît parce que La elle est plupart des beaucoup TGV trop passent là-bas. Mmh. voilà, et puis Elle est en c'est travaux depuis 1925. c'est ça. Puis enfin, il y a un monde de fous qui passe et elle est pas du tout bien dimensionnée pour ça. Mais ouais, dès 6 heures du mat, enfin, moi, j'ai eu un témoignage de syndiqués qui me disait 6h30, je suis arrivé pour l'action, 6h30, ça gazait. Bah, c'est ce que me Donc dit, Veganès dans le chat, qui apparemment était aussi, sur, place Guichard quand tu y étais, et qui dit: «J'ai entendu oui. que ça a commencé à gazer à Perrache avant même le début de la manifestation», ouais, donc Oui, c'est vrai. Ouais, 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 bah, enfin, les retours qu'on a eus, moi, j'étais pas, bah, parce que du coup, il y avait d'autres points. Il y avait un point notamment, il y avait un blocage à Feyzin aussi. Il y avait une manif à ouais, Arkema. Faisan qui est une, raffinerie, hein. Oui, c'est ça. Ouais, excuse-moi. Et Arkema, c'est une usine, du coup, du sud des Lyons. Donc, il y a eu quand même pas mal de choses à suivre. Et nous, à 89 Lyon, on est 3 journalistes sociétaires. Donc, on n'a pas des forces non plus illimitées. On travaille aussi avec des journalistes indépendants. Mmh mh. Mais on pouvait pas être de partout, quoi. Mais en Ouais. effet, ouais, 6h30, Mmh mh. 6h30 à Perrache, ça gazait, quoi. Mmh mh. Un réveil matinal ou lacrymo. Voilà, pas très agréable. Non, Bon, c'est sûr. s ouais, Mais je confirme, du coup. voilà, mais donc un Désolé. des, angles de couverture de rue 89 Lyon, aussi les mouvements sociaux, les manifestations, mais ce que fait un média indépendant, et ce qui se fait moins aussi dans la presse, plutôt PQR classique, en tout cas moins en profondeur, qui permet aussi l'intérêt d'avoir des médias indépendants, localement, pour couvrir, ce genre d'événement d'une autre façon. Oui. Ouais. Oui, puis de reprendre, enfin, tu vois, là, je lisais dans le Progrès ce matin, en gros, ils ont fait le tour classique des commerçants qui râlaient, et puis ils Ouais. ont un interview, du directeur départemental de la sécurité publique, donc Ouais. le patron de la police, quoi, qui dit qu'en gros, tout s'est bien passé, mais ils vont pas trop s'attarder,
sur d'autres éléments, on va Voilà. dire. Le Voilà. donc le Progress, c'est donc le journal local de Lyon, hein, Saint-Étienne, l'Ain aussi, je crois, Ouais, heu et le Jura. et le Jura. Jura et Haute-Loire. Ouais, et C'est ça. ouais, Haute-Loire. OK, je te propose qu'on passe à notre sujet, principal puisque Oui, la raison pour laquelle je t'ai invité au départ, c'est parce que, avec Rue 89 Lyon, mais aussi avec d'autres partenaires, alors on a, We Report aussi, hein, qui est un collectif de journalistes indépendants. On a Médiacité qui est un autre partenaire, de Mediapart, qui est aussi un média, qui se trouve à Lyon et qui fait de l'enquête. Le mmh, Fonds pour une presse libre, hein, qui, défend l'indépendance, le pluralisme de la presse et l'Épicerie séquentielle qui est une association d'autrices et d'auteurs de bande dessinée lyonnais. Je crois qu'il fait le tour des partenaires oui, du festival qui s'appelle donc La Mécanique de l'info. Alors, ce sera à Lyon le 20 septembre, donc la semaine prochaine, samedi prochain, si je dis pas demain, donc le samedi suivant. oui. Heu, déjà, même si vous n'êtes pas à Lyon, restez pour écouter parce que je pense qu'on va faire un petit résumé des enjeux aussi, des tables rondes, des ateliers qu'il pourrait y avoir. Donc au moins vous aurez un peu une vue d'ensemble de ce qui pourra se dire dans ce festival. Et si vous y allez, ça vous donnera peut-être envie de participer, aux divers ateliers et tables rondes. Déjà, je te laisse, présenter un petit peu le festival. Oui, bah, avec plaisir, oui, bah, à la base, ce festival, il est né, en fait, d'une envie d'un non-journaliste. Alors je vais lui rendre un peu hommage, c'est l'Épicerie séquentielle dont tu as parlé, du coup, c'est une association qui rassemble la plupart des dessinateurs de BD de Lyon et des scénaristes Mmh. et voilà, Olivier Jauvray qui est un de ses membres éminents qui nous dit: «Mais en fait, vous fonctionnez comment vous, les journalistes? Vous travaillez comment? Comment vous enquêtez? Comment vous faites une info?» Avec ce côté un petit peu, alors lui, évidemment, il croit en la presse et dans le journalisme indépendant, mais avec ce côté un petit peu dubitatif, enfin, que peuvent avoir pas mal de gens sur le fonctionnement du journalisme en règle générale. C'est-à-dire, ouais, vous sortez Mmh. des infos, mais on ne sait pas d'où elles sortent. Pourquoi on devrait vous faire confiance, vous, plutôt que d'autres? Bon, je vais pas refaire tout le speech sur la défiance qu'il y a vis-à-vis des médias actuellement, Oui, c'est vrai mais que les professions de journaliste, c'est quand même une, dans les indices de confiance en général des sondages qui se retrouvent, aux côtés des politiques, et des banquiers, des genres de professions où on voit il y a un indice de confiance quand même relativement bas dans les journalistes, mmh. aussi parce qu'il y a un éloignement du public avec le travail, journalistique. C'est ça et nous, c'est même au-delà des sondages, c'est des choses que moi j'entends, pendant le mouvement des gilets jaunes, je m'en suis pris personnellement. Des fois, on est pris à partie de manière assez virulente et c'est normal sur ce sujet. En manif, j'interroge quelqu'un, on me dit toujours: «Journaliste, c'est Mmh. journaliste de quoi?» Journaliste et qu'est-ce que tu veux dire exactement? Parce que enfin bon, on sent bien qu'il y a quand même une défiance, même hier, il y a 2 petites mamies là qui me disaient: «Mais ah oui, mais vous dites que vous êtes journaliste, mais vous êtes un bon ou un mauvais journaliste?» Tu vois? C'est une très bonne question et du coup on décide en discutant avec, Olivier, Nicolas, du coup, Nicolas Barrican de Médiacité et Mathieu Martinet de We Report, on s'est dit que ça serait intéressant d'organiser un événement qui ouvre la manière, qu'on a de faire du journalisme, quoi. C'est-à-dire, à comment on fait des enquêtes, pourquoi finalement faut nous faire confiance, quoi. Pourquoi il faut pas être dans un truc, de défiance perpétuelle, vis-à-vis de l'info Mmh. et on s'est dit qu'on allait organiser un événement du coup on est parti, sur une journée parce que voilà, on est tous des petites structures, hein, donc on se disait quand même: «Bon, faut pas non plus que ça nous écrase en termes de charge de travail». Mais Ouais. on a fait une grosse journée, donc ça commence à 10 heures et ça finit à minuit quoi, au final, Ouais, OK. avec des conférences sur toutes ces thématiques, quoi, donc Alors, oui, question pratique, importante aussi pour les gens qui voudraient éventuellement, voir ça sans être sur place. Est-ce qu'il y aura des retransmissions de certaines tables rondes, ou ateliers sur Alors, YouTube ou? c'est encore en discussion, c'est pas certain, mais il y aura sûrement un format un petit peu radio parce que du coup, on aura, hem, alors je crois que c'est Florence Gou qui nous fait un espèce de reportage radio sur la journée et il y aura des retours BD. C'est un peu l'avantage, de travailler avec, des dessinateurs, heu, oui, bah, ouais, Veganese, c'est parfaitement ça. C'est-à-dire, je rebondis juste Oui, sur le petit message, mon père qui se méfie des journalistes, mais qui sort tout ce qu'il voit sur Facebook comme des faits. oui. Voilà, c'est ça, c'est pourquoi faut croire ce qui est écrit dans les médias et enfin, dans certains médias peut-être et pas nécessairement des posts de réseaux sociaux partagés par son cousin, quoi. Bon, même si c'est un membre de sa famille qu'il est voilà. Mais ça fait Bref, aussi partie de l'éducation aux médias, dont on parle beaucoup, par rapport c'est ça. à l'interface entre la profession de journaliste et le public. Oui, 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 qu'on fait tout ça.
Mmh. un petit peu d'ailleurs, mais du coup, oui, il y aura des parties un peu BD. Donc, ça, c'est le côté un peu sympa et on est en train de voir pour qu'il y ait quelque chose en mode télé, mais ça me paraît un peu compliqué, très honnêtement. OK. Juste pour les questions pratiques, parce que j'en demande, bon, on le redira, je pense, à la fin, mais Mmh. sur donc la date, on a dit le 20 septembre, hein, donc ce samedi de la semaine prochaine. Ouais, Et pour le lieu, alors il y a plusieurs lieux. Il y en a un principal, collège graphique, qui est au 13 rue de Flessel, dans le premier arrondissement de Lyon. oui. Et ensuite, on a d'autres lieux. Alors, je sais pas si tu peux les rappeler, parce que je les ai pas sur ma liste. Oui, alors il y a aussi une rencontre photojournaliste à la galerie Item, donc avec des collectifs de journalistes photo. C'est rue Burdeau dans Lyon, enfin pareil, c'est dans les pentes de la Croix-Rousse, mais C'est pas sur le plateau. c'est pas totalement à côté, quoi. Et Ouais. il y a un rendez-vous sur un lieu que tu connais bien, Et oui. à l'aquarium, du coup, sur le plateau. C'est le seul événement. D'ailleurs, je précise que pour justement que ce soit, pour que ce soit ouvert au plus de monde possible, l'événement est gratuit. Ouais, quasiment tout est gratuit, à Ouais. cette exception près, que je te laisse expliquer, ouais. Ouais, à part l'aquarium où faut cotiser pour l'association. Donc, Voilà. voilà. Donc je C'est précise ça. Je précise aussi que du coup, tant que j'y pense, parce qu'après je vais oublier, l'événement est gratuit, mais il est pas encore totalement financé. Bon, il nous reste plus grand-chose, mais du coup, on a fait un crowdfunding pour essayer de ramener un petit peu des sous. On est des médias indés, on n'a pas toujours les moyens de payer toute l'installation, etc. Et surtout, on avait à cœur de payer les intervenants qui venaient, mmh, notamment les dessinateurs qui vont travailler, quoi. On n'a pas envie que ouais. ce soit du bénévolat, donc voilà. OK. On a un budget, je le place comme ça au cas où, mais Et on a également, la réservation est très fortement recommandée, oui, pour les événements. Je vous ai mis le lien dans le chat si ça vous intéresse, si vous êtes dans la région de Lyon ou à Lyon, à ce moment-là, et vous pouvez faire vos réservations directement sur le site, de l'épicerie séquentielle. Vous avez les boutons inscription en dessous de chaque table ronde. Et je te propose qu'on parle de quelques tables rondes. Alors je sais pas lesquelles, j'ai vu que toi tu animais une conférence, sur, la question de la bande dessinée, une rencontre avec Nicolas, oui, oui. Wild, Alors sur la bande dessinée, mais je sais pas s'il y en a d'autres dont tu voulais parler, mais on peut commencer par oui, ça. ben, moi j'ai pris la table ronde où finalement j'y connaissais le moins de choses. Mais, parce que, justement on avait cette démarche on voulait que la personne qui anime la table ronde soit vraiment dans la position d'un citoyen, bon, je veux dire citoyen lambda. En tout cas, pas un journaliste de métier qui connaît le sujet. Tu vois, par exemple, la table ronde sur les perfluorés, sur la pollution perfluorée, du coup, pour remettre un peu le contexte, c'est un scandale sanitaire qui agite la métropole lyonnaise depuis un certain temps et qui maintenant a une ampleur, nationale, quoi, qui est liée à la pollution qui est liée à l'utilisation notamment, de certains produits dans des poêles Tefal ou ce genre de choses, quoi. Ouais, donc c'est les Heu, PFAS, c'est ça le terme, de quoi? c'est les PFAS, c'est ça C'est les le terme PFAS, oui, technique? c'est ça. Il y a eu des choses, enfin, il y a eu d'ailleurs des lois qui sont passées à l'Assemblée nationale il y a quelque temps à ce sujet et c'est un sujet sur lequel j'avais travaillé et du coup, j'ai laissé Nicolas. Alors Médiacité a aussi beaucoup travaillé, sur cette thématique, hein, en tant que média locaux, on a beaucoup bossé dessus. Mais finalement, Nicolas Barrican avait pas travaillé trop directement dessus. Du coup, c'est lui qui anime cette conférence pour avoir un regard un peu plus qu'on soit pas dans un truc de spécialistes qui se parlent entre eux, quoi. Mmh mh. Lui, il a récupéré cette table ronde, sur les perfluorés et moi, j'ai une table ronde enfin, c'est plutôt un échange avec, alors je crois que ça se dit Nicolas Wild parce qu'il est alsacien et OK. non pas Wild, Parce qu'il est mais pas du Nord, mais il est j'ai peur de d'Alsace. me faire tomber dessus. Qui est en fait, lui, il se définit tantôt journaliste, mais pas tout le temps, mais en gros, il fait des reportages, BD, à Kaboul, en Russie, enfin que dans des endroits fort sympathiques où généralement il se passe des choses, assez calmes, quoi. Mmh mh. Donc, il vient un peu me parler de sa manière de travailler. Là, il travaille avec d'autres journalistes pour le coup, sur l'État islamique, donc leur installation quand ils étaient à Mossoul, et cetera. Donc voilà, c'est vraiment pour éplucher, ces thématiques-là et puis enfin, ouais, moi, je vais vraiment lui poser des questions de novice et de curieux, c'est-à-dire: «Mais comment tu fais pour, croquer les gens? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils acceptent d'être dessinés?» Enfin, tu vois, l'idée, c'est vraiment d'être
d'être dans un échange simple là-dessus, quoi. Et ce qui est sorti récemment, je regardais, c'est le BD 2023, À quoi pensent les Russes, donc sur Oui. la société russe et prendre le pouls de la société russe. Alors je sais pas si Mmh. c'était avant ou après l'invasion de l'Ukraine qu'il a fait ce reportage. Alors, en Il l'a pleine fait en invasion de l'Ukraine. 2022. Ouais, Il l'a fait en 2022 et bah, du coup, ça tombe bien, je l'ai lu celui-là. Mais du coup, il l'a fait en 2022 et il a interrogé vraiment plein de Russes différents. Donc il y a à la fois des Russes qui vont être très anti-Poutine, quoi. Mmh. Mais aussi, il s'arrêtait dans la rue, il avait une fixeuse d'ailleurs qui représente avec une tête de chat. Ça, c'est intéressant d'un point de Pour vue pour journalistique, l'anonymiser, ouais. pour l'anonymiser. Alors pour Donc le chat, juste un fixeur ou une fixeuse, c'est quelqu'un qui va accompagner le journaliste sur un terrain qu'il ne connaît pas très bien, qui connaît les locaux, qui connaît la langue et qui va pouvoir mmh. arranger et puis faire que le journaliste se soit en sécurité aussi sur le terrain. Ouais, c'est ça. Oui, parce que pour le coup, Nicolas Wild, je l'ai rencontré et il m'a déjà dit qu'il avait quand même un peu flippé en Russie, quoi. Donc il était bien content d'avoir une fixeuse Oui. pour gérer ça parce que c'est pas forcément évident d'arriver sur un terrain qu'on connaît pas, quoi. Donc ce sera pour développer tout ce travail-là. Donc ça, c'est pour la table ronde que toi, tu vas animer et Mmh. celle-ci, elle sera il y a pas les horaires, non, il y a pas les horaires sur Alors, c'est dans les ateliers? elle est normalement, elle doit être à 17h, je crois. Mince, il y a pas ça, il y a pas les heures qui sont mis. C'est la seule qui a pas d'horaire, je crois. Ah merde! Attends, Parce je regarde. que je sais que en fait, c'est un peu la course parce que vu qu'on n'est pas beaucoup, Attends, parce que non, j'ai regardé la mauvaise table ronde. Attends, c'est celle où tu es avec Florence Go. 16h-17h, voilà, c'est ça. De c'est ça, 16h de 16h à 17h. 16h-17h parce qu'en fait, moi, je suis aussi intervenant dans un atelier sur, la presse engagée n'est pas une presse militante Mmh. et c'est un peu une manière de répondre, aux détracteurs qui ont tendance à nous traiter de presse de gauchistes, quoi. On va le dire gentiment et de rappeler que notre boulot avant tout, c'est le travail des faits, quoi. Mmh. Mais aussi des fois d'éviter certaines écueils de militants qui comprennent pas nécessairement pourquoi on écrit pas exactement ce qu'ils voudraient qu'on écrive Mmh. et bah, essayer d'expliquer que, ben, nous, on travaille d'abord avec du fait et qu'on peut pas inventer les faits, quoi, Oui, donc puis expliquer, c'est aussi toujours dans cette idée d'interface avec le public, d'expliquer la différence entre militantisme et engagement, les spécificités du travail journalistique, ouais. les différences qu'il y a aussi entre un discours militant et une façon d'écrire d'un journaliste qui sont pas les mêmes choses, ce qui est Mmh. pas toujours très clair, effectivement. Mmh. C'est ça, oui et puis même une différence avec une chronique, quoi et expliquer pourquoi, je sais pas, nous, des fois, on a des syndiqués, ils nous envoient des communiqués, sur, des souffrances au travail et c'est en mode, publier notre communiqué et nous, en fait, on publie pas de communiqué, quoi. Enfin, Mmh. on fait un travail d'enquête, on va rencontrer les gens. J'ai des dossiers en cours là où vraiment, je bosse sur une boîte, il faut que j'interroge une dizaine de personnes, que j'ai des contrats de travail, que j'arrive à récupérer des documents pour être sûr de mon coup et de balancer une info, quoi. Mmh. Heu, on fait pas et ça, c'est un point commun qu'on a avec les médias qui sont présents à la Mécanique de l'info, on fait pas du journalisme de communiqué, quoi. Oui. Donc, Et ce qu'on appelle du journalisme de préfecture aussi parfois, c'est sur ça, la reprise pure et simple des communiqués sans faire de contradictoire et sans vérification. c'est ça. Hem, sur la question des médias aussi, il y a une table ronde, alors laquelle tu participes pas, mais qui me paraît intéressante. C'est dans les ateliers, Oui. un atelier sur faire vivre un média sans milliardaire, quelque chose qui nous Mmh. intéresse aussi particulièrement ici à Mediapart, sur les modèles qu'on peut avoir dans les médias, parce que bon, que ce soit la presse quotidienne régionale mainstream ou les grands médias quotidiens nationaux ou les magazines, on a un problème de concentration des milliardaires qui possèdent la presse. Là encore, on a Le Parisien qui va peut-être être acheté euh, Un par Bolloré, hein, c'est Bolloré. ça. Donc voilà, c'est aussi une question qui est importante. Et puis de présenter aussi des modèles différents aux gens. Mmh. Oui, bah, oui, oui, bah, c'est un peu sous-jacent aussi à cette question de la confiance dans les médias, hein. C'est-à-dire que la plupart des gens, la plupart du temps, les gens nous disent, «Vous les journalistes, vous êtes achetés, vous êtes à solde de grands patrons» et cetera. Pour le coup, nous, on se défend d'avoir un modèle indépendant, hein. Le 89 Lions, du coup, c'est un média qui appartient à ces journalistes. On vit principalement grâce à nos abonnés et aux dons. Alors voilà, abonnez-vous comme dirait l'autre. Mais du coup, c'est Abonnez-vous. important aussi de montrer les difficultés de ce modèle, comment il marche, et cetera. Et
Nous, ce sera du coup, je pense que ce sera Nicolas pour Médiacité, Euh, Charlotte qui parlera du coup, du Fonds pour la presse libre et c'est Marie qui sera là pour le 89 Long. Je alors précise que c'est Bernard Fieux pour Médiacité. Euh, c'est pas ah oui, c'est pas Nicolas. Bon, ouais. bah, je pense que c'est quelqu'un parce que Médiacité, ils ont notamment, un modèle économique où du coup, ils sont que sur l'abonnement et ils ont une société des amis qui participent au fonctionnement du média. C'est des abonnés un peu plus. Enfin, en Oui. gros, je vais pas parler à sa place, mais de ce que j'ai compris, ça fonctionne comme ça. Qui permettent, voilà, qui sont un peu plus investis dans le média et du coup, je pense que c'est un membre de la société des amis qui parlera. Et aussi, alors, un truc sur lequel Mmh. j'aimerais bien revenir, parce qu'il y a il y a une autre table ronde qui parle du rapport entre presse et politique, Oui. enquêter avec des lanceurs d'alerte au niveau local. Et pour Mmh. avoir travaillé aussi dans la presse locale, c'est très compliqué souvent de se mettre à dos des politiques, d'enquêter sur les politiques au niveau local, comme c'est des petits mondes. Mmh. Souvent, c'est plus difficile. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, soit de cette question des lanceurs d'alerte et de l'enquête localement? Ouais, bah, oui, bah, c'est sûr que enfin, localement, il y a une difficulté qu'on voit pas forcément dans les médias nationaux, c'est que nous, on se croise tous et tout le temps, hein. Mm. C'est-à-dire que Lyon, c'est la enfin, il y a des débats sur sa position exacte, de 2e ou Plus grande 3e plus ville de grande ville de France. France si on prend la métropole, mais c'est pas non plus une ville immense, souvent, l'exemple qu'on prend, nous, parce que c'est un peu plus criant dans notre manière de fonctionner, parce qu'on travaille beaucoup sur l'extrême droite radicale, on dit que, les gens sur lesquels on enquête, les militants d'extrême droite, on peut les croiser dans la rue, tu vois? Mm. Et de même, ben, les lanceurs d'alerte, les politiques. Moi, souvent, quand je suis en terrasse et que je discute pas non plus de tout et n'importe quoi, parce que ça m'est déjà arrivé d'entendre des choses au bistrot, quoi. Mm. Heu, c'est aussi d'ailleurs ce qui fait la richesse de notre métier, hein, c'est que moi, il y a des sujets que je trouve, enfin, évidemment, je les sors pas tout de suite, hein, mais que je trouve, entraînants dans des troquets, dans des terrasses de café, en discutant avec les gens directement. Donc Mm. ça, c'est le côté vachement intéressant. Après, du coup, l'autre aspect, c'est que les pressions sont beaucoup plus directes, quoi. Oui. Les gens savent où tu habites, ils savent où te croiser. Les politiques, quand ils te font la gueule, ils te font bien la gueule. Ils peuvent aussi fermer des réseaux. Donc oui, c'est Mm. compliqué là-dessus. Après nous avec les politiques, on a quand même ce truc, il y a quand même plusieurs médias sur Lyon, donc ils se fâchent assez régulièrement avec différents médias. Ouais. Donc tu peux toujours te dire qu'ils reviendront un jour. Vous faites un tournus, genre. C'est ça et puis il y en a certains où il y en a, je sais pas, on travaille beaucoup sur Laurent Wauquiez, par exemple, je pense qu'il y en a certains qui doivent se dire: «C'est un peu perdu pour la cause», mais en même temps qui joue le jeu démocratique et qui nous parle et ça, je trouve ça vachement appréciable et puis c'est enfin, Mm. c'est juste normal, quoi. Mais oui, il y en a qui se braquent et qui vont après demander à ce que, qu'on soit blacklisté. Enfin, ça a été le cas à une époque. Alors moi, j'étais pas là, hein, je parle sous la réserve des anciens, mais Gérard Collomb, par exemple, il avait tendance à faire un peu le tri dans les journalistes qui voulaient voir ou pas en point presse. Mm. Et nous, on a eu un cas assez récent et pour le coup, je peux en parler pour nous et pour Médiacité parce que je sais qu'ils n'ont pas été invités non plus. Mais on a un candidat lyonnais, ancien patron de l'OL qui s'appelle Jean-Michel Aulas qui s'est lancé là dans la grande campagne des municipales et il a fait une espèce de rencontre avec Laurent Wauquiez qui, de toute sa force, l'a adoubé, en disant: «C'est bon mon poulain, tu peux y aller», quoi. Ce qui ne va pas forcément, trop l'aider, je pense, mais bon, ça c'est mon avis un peu Oui, personnel. non, je suis Heu d'accord pour Lyon. C'est- Voilà, Laurent Wauquiez à Lyon, ça marche pas toujours très bien. Mais bon, voilà. Mais clairement, ils avaient pas convié tout le monde, quoi. Et ils invitent un peu qui ils veulent des fois. Donc, oui, oui, c'est pas et il y a des infos, il y a des photos qu'il faut qu'on ait, quoi, et qu'on n'a pas nécessairement, quoi. Donc, Mm. là-dessus, c'est pas évident, ouais. Mm. Et ça, c'est sur les intérêts politiques, mais alors je sais Mmh. pas si vous en parlez aussi, là vous parlez rapport entre presse et politique, c'est la table ronde, mais aussi la question des intérêts économiques. Ouais. Et si on doit parler d'une entreprise, par exemple, où il y a de la souffrance au travail, où il y a des violences, du harcèlement, etc., bah, souvent, c'est aussi des entreprises pour les médias locaux qui sont pas forcément indépendants, qui soit peuvent
être partenaire sur des événements, soit faire de la publicité dans le journal, etc. Donc le modèle permet aussi de s'éloigner de ça. Et je trouve que parfois les liens sont Mmh. très très resserrés au niveau local entre certaines Mmh. entreprises et certains médias. Ah bah, t parfaitement. Bah, moi j'avais, enfin, du coup ça va pas parler aux non-lyonnais, mais j'avais beaucoup enquêté sur un groupe lyonnais qui s'appelle, Cerise et Potiron, qui en gros ils ont à peu près 400 salariés et 80 magasins. C'est des primeurs quoi, Ouais, c'est si fruits vous et voulez. légumes Ouais, fruits et pseudo bio. légumes plutôt pas bio, mais cher. Oui. Et plutôt Enfin, tu te fais donc avoir une fois, tu y vas, t'as l'impression que c'est bio et après tu te rends compte que non. ouais, ouais et tu te dis: «Bah, c'est très bien présenté, j'ai beau» c'est si jamais tu as envie d'acheter du bio, mais sans que ce soit bio, voilà, au prix du bio, sans que ce soit bio, c'est possible. Non, mais après, voilà, je juge pas la qualité du produit, mais on avait fait une grosse enquête en 3 volets sur des problématiques d'harcèlement moral, avec des éléments, c'était une enquête longue, mais il y avait des éléments probants et cetera et je l'avais envoyé aux confrères du Progrès parce qu'on se parle entre journalistes et Mmh. je trouvais que quand même ça valait le coup, d'en parler, quoi et j'avais un confrère avec qui je m'entends très bien qui m'a dit: «Ah super ton enquête». Mais ils l'ont jamais repris parce que, bon, d'une part, ils nous reprennent pas parce qu'ils ont pas trop envie de nous faire de la publicité, c'est une chose. Mais aussi, j'avais ouvert le Progrès le lendemain et je voyais une pub de Cerise et Potiron en une du journal, quoi. Donc, Ah oui. tu te dis: «Bon, bah, dans ce cas-là, je comprends que, je comprends que ça valait pas le coup, quoi». Donc ils y vont pas. Mmh. Et pour revenir sur cette table ronde spécifique, juste politique et journaliste, il y a aussi la question des communicants et de la com derrière. Mmh. Parce que ça, je pense que c'est plutôt là-dessus aussi que vous voulez amener, enfin où vous voulez aller, c'est qu'il y a il y a aussi des politiques aujourd'hui qui sont c'est assez étonnant à observer, mais qui ont vraiment du mal à parler parce qu'il y a des outils de communication derrière qui sont assez forts et parfois, tu as des communicants, des chargés de com de la région, de la métropole, qui leur disent de se taire et de pas parler aux journalistes parce que c'est eux qui gèrent la communication et que ça se passe par communiquer, pas autrement. Donc, je pense que ça sera aussi un des thèmes abordés par l'atelier. Après l'idée de ces ateliers, c'est justement que ce soit pas des trop gros groupes pour Mmh. qu'ils soient les gens soient vraiment proches des journalistes et qu'ils puissent leur poser leurs questions directement et qu'il y ait le plus d'échanges possible. C'est aussi pour ça que on recommande de s'inscrire parce que l'idée, c'est que ce soit assez, réduit, quoi. Ouais, Donc, je vous remets le lien dans le chat, hein, il y a toutes les infos, les mmh, lieux, le jour, les horaires, les thèmes, tout ça, et vous avez les boutons pour vous inscrire ouais. si vous souhaitez y aller. Autre autre table ronde que j'ai trouvé aussi intéressante et que tu animes en plus, c'est un atelier d'ailleurs, c'est pas une table ronde. Comment lutter contre l'infobésité, comment s'informer sans tomber dans l'éco-anxiété. Mmh, Sur un thème, je pense, qui parlera à beaucoup de gens qui nous regardent là, c'est la question, l'impression de trop plein d'informations, d'être noyé sous les infos et d'avoir une espèce de d'être paralysé un petit peu par tout ce qui se passe, par que ce soit au niveau climatique, mais aussi au niveau des guerres, de ce genre d'événements. Et pas mal de gens disent bah, moi j'arrête de regarder les infos parce que j'en peux plus quoi. mmh. C'est un des thèmes que vous allez aborder avec Florence Go. Bah, c'est une des questions que je vais lui poser, oui, c'est sûr. Après du coup, comme je te disais, on anime des tables rondes où on connaît le moins de choses. Donc c'est un petit peu contre-intuitif, comme élément, mais du coup, oui, l'idée, c'est vraiment d'aborder ce côté aussi, bah, comment on tombe pas dans un espèce de burn-out informationnel parce que ça peut arriver, quoi. Et comment on fait pour ne pas être, écrasé par le poids de l'info, quoi. Je sais pas, moi, je me souviens de la période de l'année dernière quand Trump a été élu, Mmh. quand, le conflit en Ukraine, bon, il est encore en cours, mais il y avait un moment particulier de tension. Il y a un moment, où, nationalement et localement, tu as l'impression que tout fout le camp et tu peux avoir un peu envie de lâcher l'affaire et du coup, l'idée, c'est comment on fait pour s'informer sans être écrasé par l'information. Mmh. Nous, c'est quelque chose, de toute manière, bah, c'est aussi lié au fait qu'on est une petite équipe, mais on sait qu'on peut pas tout traiter, donc on traite pas tous les sujets et de fait, nos abonnés ont pas plus de un ou 2 articles par jour. Bon, Mmh. après, c'est des articles longs, quoi, faut quand même y aller, hein, mais ouais, ouais, on se dit qu'il faut sélectionner et pas être de partout, quoi. Ouais. Et du coup, je pense que c'est un peu sur ces angles,
c'est un peu les questions que je poserais à Florence, quoi, Mmh sur, comment ne pas être déprimé aussi face à l'info? Sachant que, en règle générale, quand tu poses la question à des journalistes un peu d'investigation, d'enquête, quand tu places le mot de journalisme de solution, ça hérisse le poil de tout le monde. Et moi, comme enfin, c'est des discussions qu'on a eues aussi lorsqu'on a préparé l'événement, mais que quand même, il y a aussi des c'est important d'avoir des de dire qu'il se passe des choses bien, quoi, parce qu'il y en a il y a des choses chouettes qui se passent aussi, quoi, et il faut pas être toujours enfermé dans son anxiété. Donc mh. voilà. OK. Et alors, tu en as un peu parlé aussi quand on a préparé l'interview, c'est une autre question qui concerne, alors là, pour le coup, tous les médias, mais qui est particulièrement, compliquée pour des médias, qui sont pas de taille très importante, c'est la question des procès. Mmh. Des procès bâillons. Là, il y a une table ronde aussi, dessus avec, Vincent, Fiola qui est avocat de Mediacité, spécialiste du droit de la presse, avec Morane Kirinek qui est journaliste pour Reporter, hein. Reporter, on avait eu aussi, quelqu'un de Reporter il y a quelques temps dans cette émission, animé par Maïté Darnaud qui est journaliste à Libération et membre du collectif We Report. We Report, pour ceux qui connaissent pas, on avait eu Mathieu Péris il y a quelques temps, en live, je sais plus si c'était ici ou sur ma chaîne, je crois que c'était sur ma chaîne. Mais en tout cas, sur cette table ronde, c'est la question des procès bâillons, qui est un énorme souci quand des petits médias, même des grands médias, mais plus particulièrement des petits médias, s'attaquent à des mastodontes dans des enquêtes et ils peuvent se retrouver très rapidement, même s'ils gagnent les procès, à devoir payer plusieurs milliers d'euros en frais de justice. Mmh. Vous êtes confronté à ça aussi à 89 Lyon? Oui, totalement. Bah, d'ailleurs, Moran Kerinek, qui est reporter, il est à la table ronde là-dessus, mais il est surtout sur cette table ronde parce que c'est le journaliste qui a écrit une enquête qui nous vaut un procès à rue 89 Lyon. Mmh. Donc nous, on a 2 procès en cours. En gros, si tu veux, moi, on a repris le média en société coopérative à 3 en octobre 2023. C'était un vendredi 13. Et le 15 octobre, on publiait une enquête et non, c'était le 16 octobre, on publiait une enquête sur Jean-Michel Aulas, qui est un ancien grand patron de l'OL et du coup, Et maintenant candidat à la mairie de Lyon, ouais. et nous attaquait en procès, dès la sortie de l'enquête. Donc dès mon 3e jour en tant que directeur de publication, je me suis coltiné une enquête et un procès, pardon. Et oui, oui, en fait, c'est énormément de frais pour des structures qui tu vois, nous, on n'a pas les moyens, on a évidemment des avocats qui nous conseillent, mais on n'embauche pas des avocats à temps plein parce que ça coûte quand même énormément cher Mmh. et du coup, un procès, c'est, des milliers d'euros, qu'on place dans des avocats, dans des frais d'huissier, dans le fait de faire bouger des témoins pour venir à la barre, évidemment, leur payer la bouffe et cetera ou d'aider là dans le cas de l'enquête qu'on a, avec Jean-Michel Aulas, par exemple, il y a tout un dossier à préparer qui s'appelle note de preuve et on a évidemment aidé financièrement, le journaliste en charge de faire l'offre de preuve, là-dedans. Bon, tous ces frais, Mmh mh. c'est de l'argent qu'on balance en l'air, très très honnêtement, parce qu'on c'est très rare d'être remboursé, même si on perd pas, même si on gagne d'ailleurs, c'est très rare d'être remboursé de ces frais en droit de la presse, quoi. La plupart du temps, tu claques de l'argent, là, j'ai un autre dossier en cours contre, des organisatrices de soirées techno où on avait, on sur lesquelles on avait enquêté parce qu'il y avait des gros problèmes de management en interne Mmh. et pour l'instant, c'est quasiment, 8 000-10 000 € qu'on a mis dedans, pour rien parce que si ça se trouve, on va gagner mais les frais seront pas remboursés, quoi. Ouais. Et quand, tu es une structure qui fait, sur l'année, on a mis nos comptes, hein, en public, mais on doit être sur 140 000 € de chiffre d'affaires. Je crois qu'il faut compter 180 000 parce qu'il y a les dons. Quand tu enlèves 10 000 €, c'est énorme, quoi. C'est vraiment un trou financier, Ouais. conséquent que tu retrouveras pas. Tout ça en sachant que, tout ça en sachant que ça prend pas en compte, toi, la charge mentale que ça te prend parce que mine de rien, Oui. évidemment, c'est stressant. Et le temps que tu passes pour préparer l'offre de preuve, pour préparer le procès et cetera, quoi. Mmh mh. Donc oui, oui, faut imaginer que nous, par exemple, on est 3. On gère, évidemment, on enquête, on fait des articles, on gère la boîte, on gère, nos rapports aux abonnés, on fait des tables rondes, et on organise des événements pour aller au contact des lecteurs parce que
pour nous, c'est hyper important de casser cette barrière qu'il peut y avoir entre les habitants et les journalistes. Et en plus, bah, on se retrouve avec, des procès qu'on n'a pas du tout prévu de gérer, sur la casquette, quoi. Ouais. Donc, oui, oui, ça c'est une charge mentale assez importante, quoi. Je propose qu'on parle un petit peu de ce qu'il y a au-delà des tables rondes, et des ateliers, au festival, parce qu'il y a aussi Mmh. quelques expositions. Donc, Ouais, Nicolas, Wild que tu vas rencontrer, il expose certaines de ses planches, oui. à la maison, c'est au même endroit, hein, que se déroulent les tables rondes. Mmh. Et on a aussi, une exposition sur, l'enquête en bande dessinée, un retour sur la pédocriminalité dans l'église, qui est une grosse enquête de, Mathieu Péris et Manon Munier, sur, des affaires de pédocriminalité, dans l'église de Lyon. Donc tout ça, vous pouvez le voir aussi à l'exposition. Mmh. Et l'affaire Noir, Botton, que je ne connais pas, qui sera aussi une Ah, exposition à l'épicerie séquentielle. bah, ça donne une bonne raison d'y aller, mais grosso modo, Michel Noir, c'est un ancien maire de Lyon, qui était mais du coup, ça Ah oui, date un petit peu, mais qui était qui était vu quand même pour bien monter au sein du RPR. Donc, RPR, c'est l'ancêtre des LR, hein, mmh, enfin à l'époque chiracienne, quoi, et qui est tombé, pour une affaire où avait mouillé son beau-frère, quoi, à Lyon. Et c'est un journaliste lyonnais qui s'appelle Robert Marmoz qui avait enquêté sur le sujet, et qui a sorti les infos pour ce qui était à l'époque Libération Lyon. oui. Parce qu'il y a une époque où les grands médias avaient des antennes locaux, Libé Lyon, Le Figaro Lyon, Le Monde Rhône-Alpes. D'ailleurs, le Figaro Lyon qui s'est recréé apparemment, Oui, j'avoue que j'arrive pas trop à saisir si c'est recréé ou s'ils marketent le fait qu'ils ont un correspondant sur place qui écrit plus. Mais en Mmh. effet, ils ont l'air d'avoir quand même les moyens d'avoir plus de papiers lyonnais, Mmh qu'à mh. une époque, ouais. Mmh mh. Et Mais c'est vrai que oui, c'est vrai. c'était une époque où il y avait quand même des grands médias qui avaient des bureaux, un peu décentralisés, et ça a été fermé, heu, Oui. au fil du temps. Veganes qui dit: «Étant quelqu'un qui va au No Genders», je suppose que c'est les soirées techno dont tu parlais, et qui voulait savoir, plus que les rumeurs, j'ai beaucoup apprécié votre article sur le sujet. Ah, bah, voilà, du coup, c'est cet article-là qui nous vaut un deuxième procès. Donc, Ouais. ouais, 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 bah, bon. No comment. Mais oui, oui, bah, ça c'est pareil, c'est une enquête qui du coup, c'est Solène Guilly qui a enquêté sur ces soirées, et c'est 6-7 mois d'enquête. Mmh mh. Du coup, c'est vrai que, pour revenir sur cette question des procès très rapidement, quand tu as un petit média indé, que tu dois gérer plein de trucs, que tu es sur beaucoup de dossiers en même temps, tu vois? Nous, là, nous, on est sur le 10 septembre, on est sur la préparation des municipales qui sont un scrutin énorme sur Lyon, et qu'on a des enquêtes à côté. On se dit: «Tu fais 6 mois d'enquête, tu sors un papier et ça te coûte 10 000 balles, de procès». Ouais. Ben, évidemment, ça veut pas dire qu'on s'arrêtera d'en faire, parce que justement, on considère que c'est d'autant plus important de les sortir. Mais il faut bien se rendre compte des barrières que ça peut nous mettre, des bâtons que ça peut nous mettre dans les roues. Mmh mh. Ouais. Toujours sur le festival, les gens qu'ils puissent savoir que vous avez également un stand, en plus des Mmh. tables rondes et des ateliers sur le festival, donc vous pourrez aller, à la rencontre des journalistes, de 89 Lyon et de Médiacité, aussi We Report et Fonds pour une presse libre et l'épicerie séquentielle, enfin tous les participants, participantes au festival. Et il y aura également, alors on en a un petit peu parlé, mais c'est plus le soir, donc on a la rencontre photojournalisme, qui est un autre, Mmh. angle du journalisme, alors, sur la bande dessinée, sur la presse écrite, sur l'enquête, mais aussi le photojournalisme avec, la photographe Paloma Laudet, donc ce sera de 16h à 17h à la Galerie Item. Ça, c'est pas sur le même lieu que les autres, Oui, rencontres. c'est vrai. Hem, donc c'est C'est pas sur très loin. ouais, c'est pas très loin. Et enfin une soirée ciné-débat, à l'Aquarium, ciné-café, donc lieu, de tournage historique, bien sûr, des émissions YouTube, heu, des émissions YouTube, Les heu, plus grands. et qui portera donc sur le documentaire Dictionnaire amoureux du, journalisme. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter sur le festival, en lui-même? Ben, oui, là-dessus, peut-être, juste sur la projection du documentaire, du coup, Ouais? de Caroline Fontaine, je pense que ça enfin, du coup, faut bien penser à réserver, mais ça sera aussi hyper intéressant parce qu'elle a bossé pour 20 ans pour Paris Match, et elle OK. a vu un peu l'arrivée de Vincent Bolloré, et cetera, et de l'impact que ça a pu avoir sur la ligne éditoriale, Canard. Donc, moi, personnellement, alors c'est le dernier événement de la journée, mais c'est un événement
que j'attends particulièrement. Et sinon, je crois que tu as quand même abordé la plupart des éléments. Il y a aussi peut-être l'atelier sur la question de la gestion de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles. Oui, Le 14h30 celui-ci, ouais. Je l'aborde très rapidement parce que c'est aussi un truc qui revient souvent dans ce qu'on entend des gens, enfin des personnes un peu méfiantes vis-à-vis des journalistes, et c'est une reproche que tu entends souvent. Je pense qu'on entend souvent des journalistes de Mediapart mais ah, c'est un coup monté, c'est des personnes qui témoignent pour salir une autre personne, etc. Bon, franchement, faut vraiment pas savoir comment fonctionne ce type d'enquête pour se dire ce genre de choses. Mmh. Et c'est un atelier pour moi qui est essentiel. Bon, du coup, c'est qu'un atelier aussi parce qu'il y a cette volonté que tout le monde puisse poser, que tous les lecteurs puissent poser leurs questions à Oriane, du coup, qui avait enquêté pour nous sur les violences sexistes et sexuelles d'un grand prof d'université à Lyon 2, Mmh qui est mh. du coup une des grosses universités lyonnaises. Mais punaise, ça se fait pas tout seul ce genre d'enquête, c'est des mois de travail, c'est géré avec la frustration des fois de victimes qui auraient envie que tout sorte, mais en fait, c'est pas possible parce qu'il y a pas les éléments factuels Mmh qui mh. fait qu'on peut les sortir à tel ou tel moment alors qu'on croit leur parole. Enfin, c'est des enquêtes ultra compliquées et je pense que ce sera un atelier très intéressant, pour ça, c'est sortir des idées un peu préconçues que peuvent avoir certaines personnes sur le sujet. Mmh. Et puis, il y aura aussi, on n'a pas trop parlé et c'est le sujet que je maîtrise pas trop. Du coup, j'ai quand même hâte de voir cette conférence, mais sur les coulisses de l'investigation à l'international avec Laurent Richard, qui est le fondateur et directeur de Forbidden Stories, qui du coup, Ouais. un média qui fait les enquêtes en international, et c'est un tout autre univers, mais je pense que ce sera aussi très intéressant. Ouais, intitulé Les coulisses de l'investigation, poursuivre une enquête quand les journalistes sont menacés à l'international. Ouais, Voilà, donc les gens, je vous ai remis, hein, bien sûr, le lien, si ça vous intéresse, et aussi si vous voulez y traîner des proches qui sont pas forcément très proches des questions de journalisme et tout ça, parce que ça a aussi l'intérêt, je pense, de mmh, faire découvrir ça ouais, à des gens qui sont moins dans la lecture de la presse mmh, que vous pourriez éventuellement l'être. Pour terminer, il nous reste une grosse dizaine de minutes. mmh, Je te propose qu'on parle aussi de ton travail à Rue 89 Lyon, parce que je pense que ça s'inscrit un petit peu dans l'idée du festival de faire connaître un peu le travail du journalisme. mmh. Alors, je l'ai un peu évoqué aussi dans mon live sur ma chaîne hier. Tu as fait un article qui a été repris dans Mediapart. Je vais le mettre le lien dans le chat. Je vais pas l'afficher sur le stream parce que ça va être trop compliqué, sinon je vais devoir te re-recadrer à la fin, à la fin de l'interview. Donc je la mets plutôt dans le chat si vous voulez le lire. Ah, il ne veut pas On l'envoyer. sort totalement du cadre. C'est bon. Et donc c'est un article qui est sorti donc le 10 sur Mediapart. Je pense qu'il est sorti un peu avant sur E89 Lyon, Mmh, où tu suis une enquête de violence policière qui a 5 ans. Alors, le temps de la justice pour ce type d'enquête est très long. Les mmh. failles d'une enquête bâclée devant la justice. Un policier accusé de violence en 2020 par un jeune habitant de Vaux-en-Velin, donc qui est une banlieue très populaire de Lyon, hein, Vaux-en-Velin, une des communes les plus pauvres de la métropole de Lyon, était jugé mardi à Lyon. Derrière son procès, c'est la cellule de déontologie de la police locale qui est en cause. Celle-ci avait conclu à la non-culpabilité du fonctionnaire après une enquête dont l'impartialité interroge. Tu peux parler un petit peu de ce travail? Est-ce que c'est une affaire que tu suis depuis longtemps et comment tu as travaillé dessus? Alors, pour le coup, pour moi, ça rentre pas c'est une affaire que j'ai suivie, mais c'est pas vraiment dans de l'ordre de l'enquête Hmm. parce que cet article, en fait, si on a décidé de faire le focus sur cette affaire, c'est parce qu'on avait eu plusieurs fois affaire à cette cellule de déontologie dont je parle. Ouais. En fait, pour faire un petit truc, très rapide, souvent quand on parle de violence policière, on parle de l'IGPN, la police des polices, qui enquête du coup, sur la violence, faite par d'autres de ses confrères, et on met souvent en doute, son impartialité parce qu'elle est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et que ça pose, des questions d'indépendance. Ouais, Bon, tout à fait. donc on vise l'IGPN, sauf que dans la plupart des cas, en fait, quand il y a des violences policières qui sont dénoncées, c'est pas l'IGPN qui est saisi. D'une part parce que l'IGPN, a vraiment peu de moyens. Voilà, je sais plus j'ai pas les derniers chiffres, mais en 2019-2020, l'IGPN pour le sud-est, du coup, qui est basé à Villeurbanne, à côté de Lyon, ça devait être, ouais,
je vais dire des bêtises, mais entre 5 et 10 agents pour enquêter sur toutes les affaires de violence policière. Tout le quart sud-est de la France. Ouais, c'est ça. Ok. Donc du coup, la plupart des affaires, elles sont déléguées à une cellule de déontologie, dont le nom change d'ailleurs certaines années. Je le mets dans l'article, mais du coup, je vais pas dire. Je crois que maintenant, l'acronyme c'est BDE. Alors, aucun rapport avec Avec les étudiants. avec ce à quoi vous vous attendez, mais je crois que c'est bureau des. Enfin, vous irez voir dans l'article. En tout cas, c'est noté. Et il y a une époque où ça s'appelait le pôle de déontologie, etc. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce dossier, c'est que en fait, du coup, il y avait eu une dénonciation de violence policière. Bon, il y a eu un mécanisme assez classique dans ce genre de dossier, c'est-à-dire que la personne a porté plainte pour violence policière et dans le même temps, il y a une plainte qui a été portée contre elle par les policiers. La personne, l'adolescent, C'est un parce adolescent, qu'on parce parle à que l'époque 14 d'un ans. ado de 14 ans, a été innocenté. Et les policiers ont été aussi innocentés à la suite d'une enquête menée par ce pôle de déontologie, qui en fait était à cette époque-là, en tout cas, actuellement c'est un peu nébuleux, mais était dans le commissariat principal de Lyon, qui est le commissariat Marius Berlier dans le 8e arrondissement, et qui a fait une enquête, lacunaire. Ouais. Le titre de Mediapart n'est pas celui qu'il y a sur U89 Lyon. Nous, on titre plus sur l'enquête sur les faits de violence policière. D'accord. Sur le titre de Mediapart, du coup, j'avoue que peut-être qu'on peut peut-être se tromper, je me rends pas trop compte. Mais en tout cas, en fait, ce qui était vraiment intéressant dans ce dossier, c'est qu'à la barre, il y a une membre de ce pôle déontologie qui est venue à la barre. Et moi, j'en avais toujours entendu parler. J'avais toujours sorti des papiers en disant, bon, bah là, le pôle déontologie a fait une enquête, mais ouais, ça a pas abouti à grand-chose. Mais j'avais jamais pu rencontrer vraiment quelqu'un de ce pôle. Donc, il y avait la parole de cette personne qui clairement était pas très à l'aise à la barre et qui disait ouais, bah la procédure, c'est pas je sais pas, par exemple, elle avait jamais réinterrogé du coup le collègue accusé de violence policière n'avait jamais été réinterrogé. Oui, d'accord. Tu vois le truc? C'est-à-dire que tu enquêtes sur les violences commises par un collègue, mais par contre, tu interroges pas le collègue. Oui. On t'interroge la victime en lui disant: «Est-ce que tu as lancé des cailloux? Pourquoi tu as lancé des cailloux sur les flics?» Et la victime te dit: «Mais j'ai pas balancé des cailloux, sur les policiers». Enfin, «Non, ouais, c'est ça, mes collègues, ils disent que tu as balancé». Du coup, c'était un dossier qui est assez révélateur des difficultés de cette cellule de déontologie et ça permettait de la mettre un peu en avant parce qu'on n'en parle jamais, quoi. Ouais. Et en fait, l'IGPN à côté, a les moyens de faire un travail plus indépendant que cette cellule à certains moments. C'est de la sous-traitance, en fait. Ben, un petit peu et c'est de la sous-traitance, vers des services qui ont quand même peu de moyens, quoi. Pareil, la cellule de déontologie, c'est, de ce qu'a dit la personne à la barre, c'est 5 personnes et c'est très secret. Très compliqué d'avoir des infos sur eux, tout ce que je peux te dire, c'est que moi j'ai, ce dossier, 2, 3, 4 dossiers de personnes qui sont passées devant et clairement ça a jamais leurs plaintes ont jamais abouti à quelque chose. Sans remettre d'ailleurs en cause, j'ai pas d'éléments qui disent, ces agents sont corrompus ou sont mauvais, hein. C'est pas du tout le propos, la personne avait l'air d'être une professionnelle, somme toute, qui faisait son travail de manière minutieuse, mais qui était dans une position, d'ailleurs elle a reconnu elle-même, hyper inconfortable, c'est-à-dire que, elle était détestée par tout le monde, quoi. Je pense que même si, enfin même ses collègues devaient un peu la regarder de travers et en même temps, bon, bah, comment tu veux prouver que tu es indépendante quand tu fais une enquête où tu interroges pas le principal accusé quand, je sais pas, il y avait une version là dans ce cas-là où, le jeune homme il disait: «Je suis arrivé en bus à telle heure» et il y a même pas eu d'appel au TCL pour vérifier l'horaire du bus. Le Le jeune homme transport en dit, commun de Lyon, ouais. ouais, enfin, alors, tu vois, d'un point de vue factuel, il y avait plein de choses qui tenaient pas la route, quoi. Donc, n'hésite pas à me recadrer. Non, mais tu es très bien cadré, ne t'inquiète pas. Et pour terminer, peut-être j'ai vu que tu m'as envoyé un deuxième article. Alors j'ai pas eu le temps de le lire, mais répression syndicale sur un autre thème, mais t'es aussi allé couvrir un procès. Ouais. À Lyon, un informaticien de Solutech devant la justice. Là, on parle de répression syndicale, c'est ça le thème. Déjà, est-ce que tu peux un peu parler d'article et aussi est-ce que c'est un truc que tu fais beaucoup de suivre des procès pour 89 Lyon?
Alors pour le coup, ça c'est une enquête qui a eu lieu avant le procès, donc je suis pas allé au procès. Mais je me suis permis de te l'envoyer parce que c'est un peu dans l'actu, parce qu'on aura sûrement la décision de enfin sur ce syndiqué, sur l'avenir de ce syndiqué aujourd'hui. Donc Mhm. voilà, c'est un petit peu de teasing aussi. Non, bah en fait, ça c'est pardon, Je t'en prie. voilà. Je me suis permis de le mettre parce que c'est aussi des enquêtes qui prennent pas mal de temps parce que c'est des enquêtes sur des boîtes. Mhm. Donc là, pour le coup, l'histoire, en fait, c'est une grosse boîte lyonnaise qui s'appelle Solutech qui embauche grosso modo 1500 personnes en charge de faire du support informatique Mhm. et qui a un turnover de fou dans ses effectifs, qui embauche beaucoup de jeunes informaticiens qui sont du coup plus malléables et qui les virent assez facilement, et cetera. Et qu'il y a peu de temps, enfin, ça fait quand même un certain moment, mais il y a une section syndicale, du coup, solidaire qui s'est montée et forcément, ça se passe pas très bien parce que du coup, ils ont pas trop envie qu'il y ait une section syndicale qui s'occupe de défendre les salariés, quoi. Mhm. Et moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'enquête pas mal sur des boîtes et sur des entreprises lyonnaises, sur la problématique, voilà, sur des problèmes de harcèlement au travail, de non-respect du code du travail, c'est assez fréquent. C'est des enquêtes qui sont assez compliquées Ouais. parce que les gens ont vraiment du mal à parler, ont peur pour leur emploi, ont peur pour, la vie au travail après, ont besoin d'être rassurés sur le fait qu'ils vont être anonymes, non identifiables et cetera. Et c'est rendu encore plus difficile dans des structures où il y a pas de syndicat. Ouais. Et mine de rien, il y a quand même beaucoup de boîtes qui font la chasse aux syndicats et notamment aux syndicats qui sont un petit peu agaçants et qui mettent en avant des trucs qui vont pas dans la boîte, quoi. Ouais. Qui sont un peu des empêcheurs de tourner en rond et c'est un petit peu l'histoire que j'ai pu retrouver, du coup à Solidaire parce que pour le coup, là, c'était plutôt un travail d'enquête où il a fallu récupérer en fait, en gros, ils ont essayé de virer ce salarié, une première fois, c'est pas passé parce qu'il y a eu l'inspection du travail qui est passée par là, annulé, hem, qui a annulé, le licenciement, pour faute grave qui n'était pas justifiée. Mhm. Donc il a fallu récupérer des documents par différents biais, hein, de l'inspection du travail, puis, du ministère du travail, parce que du coup, l'entreprise avait attaqué la décision, l'inspection du travail au tribunal et cetera. Récupérer tous ces documents pour montrer que bon, ben, visiblement, il y avait quand même un peu un acharnement, contre ce syndicaliste, quoi. Ouais. Et là, pour le coup, l'affaire est allée jusqu'au pénal. Donc ça permettait un peu de montrer un petit peu, ben, jusqu'où on pouvait aller pour faire taire certaines personnes dans des sociétés, quoi. Ouais. Et je voulais te l'envoyer parce que c'est vrai que les articles, les enquêtes sur des boîtes, c'est pas forcément des articles très valorisants parce que les gens qui sont intéressés par ce type de structure, souvent ceux qui sont intéressés, c'est soit les clients de la boîte, soit les salariés, soit et les patrons évidemment. Mais des fois, les gens voient passer ça, bon, très rapidement et puis ils se disent: «Bon, c'est une patate». C'est pareil, c'est une info qui est sortie un petit peu, comme ça pour salir une personne, sans se poser sans avoir vraiment l'idée du travail d'enquête que ça nécessite, Ouais. en amont. Puisque Et ce pour que, moi, ce que c'est un ça travail dit. qui est vraiment important, Oui, quoi, puisque ça dit aussi tout simplement de l'ambiance dans l'entreprise globalement, parce que si on s'en prend comme ça au syndicat, on peut s'imaginer aussi comment ils traitent leurs salariés plus largement, quoi. ouais, totalement. Donc c'est, comme tu dis, c'est une grosse boîte, hein, je crois que c'est comme 1500 salariés. Ouais, Donc c'est quand même une entreprise d'importance quand même assez grande. mmh. Eh ben, je crois qu'on arrive vers la fin, sauf si tu avais encore quelque chose à ajouter. Non, Sinon, non, bah, je l'ai déjà dit, mais du coup, sur la mécanique de l'info, voilà, c'est un événement gratuit. Si jamais, et vous voulez conseiller à des Lyonnais de venir et cetera, on cherche juste à terminer le financement donc mais tout est expliqué très bien voilà. dans la page que tu as même mis et cetera. Et je la Mais remets. Et ce sera donc le 20 septembre. N'oubliez pas de réserver. Tout est gratuit, sauf l'Aquarium Ciné Café. Si vous n'allez pas régulièrement à l'Aquarium Ciné mmh, Café, il faut payer un minimum de 4 euros pour votre mmh, adhésion annuelle. Sinon, tout le reste est en accès libre. La seule contrainte, c'est de réserver. Et s'il vous plaît, de venir si vous réservez. Parce que sinon, vous prenez la place de quelqu'un. mmh. Et ce n'est pas très sympa de faire ça. Et ça Bon, vaudra un recadrage. oui, Mais oui. voilà, Et donc vraiment, et essayer de faire venir aussi des gens qui sont peut-être moins proches des médias, qui lisent pas forcément la presse.
aussi si vous en avez Mais l'occasion. nous, on vise plutôt un public jeune. On avait un Ouais. peu cette volonté de ramener aussi beaucoup d'étudiants. C'est aussi pour ça que c'est gratuit. Parce que voilà, je pense que c'est un festival qui rentre dans le cadre de l'éducation média, quoi. Clairement, il y a un truc à faire, Mmh. pour, pour qu'il y ait un autre rapport à l'info et puis aussi, pour aller vers des médias différents, hein. Donc, on essaye aussi de vendre le fait que les médias indépendants, que l'information a un coût et que c'est pas un coût injustifié, et qu'il est important de s'abonner pour les faire vivre et ne pas se retrouver avec uniquement des Ster1 ou des Bolloré. Et ben, Voilà. merci beaucoup Pierre, d'avoir accepté mon invitation et Puis, puis, à la prochaine, hein. merci à tous. À la Allez, prochaine. salut. Salut à tous.